Vous avez déjà entendu parler du temps de réponse d'un écran et il faut que ça soit 1 milliseconde pour les écrans gamers. Non? Ok, et si maintenant je vous disais qu'aucun n'en était capable et qu'on nous avait tous menti depuis le début? Ok, d'abord, faut comprendre ce que c'est réellement le temps de réponse, ensuite on va voir comment vous pouvez l'améliorer et à quel point les fabricants trichent pour vous manipuler. On va résoudre le plus grand mythe sur les écrans gamers. Il y a ce truc là, dans les specs des écrans qui indique le temps de réponse. 1 milliseconde, 1 milliseconde, 1 milliseconde, 1 milliseconde, 1 milliseconde partout. Pourtant, ça n'empêche pas que exactement le même écran puisse être plus ou moins rapide ou avoir plus ou moins d'artefacts. Est-ce que vous savez concrètement ce que c'est le temps de réponse? Je sais pas, parce que la plupart des gens ont une idée fausse de ce que c'est réellement. Revenons au tout début. Ok, à la base, un écran, c'est une surface où il y a des pixels. L'ordinateur, il envoie des données qui sont traitées par l'écran, puis affichées, en attribuant une couleur précise à chaque pixel. Bon. À chaque frame, du coup, les couleurs des pixels changent et nous donnent l'illusion du mouvement. Du coup, un mouvement pourrait être perçu plus ou moins fluide en fonction du nombre de fois où l'écran réalise une nouvelle image. Pour mesurer ça, on se réfère au taux de rafraîchissement, c'est-à-dire à quelle fréquence l'écran change d'image. C'est de là que vous avez vu le fameux 60 Hz, 144 Hz, même 390 Hz. Dans un monde parfait, on verrait chacune des frames s'enchaîner parfaitement. Mais malheureusement, c'est pas forcément le cas. À chaque fois que l'écran change d'image, les pixels changent de couleur, mais la transition n'est pas instantanée. Avant de passer du noir au blanc, le pixel est forcé de passer par du gris, vous voyez? Comme quoi, rien à voir avec l'input lag, comme on pourrait l'entendre. Mais bon, si c'était si simple, on s'arrêterait ici. Un temps de réponse élevé crée ce qu'on appelle du ghosting. En gros, c'est un reste de l'image précédente là, qui suit un objet qui bouge. Et un bon moyen de mesurer le ghosting d'un écran, c'est l'UFO test. L'UFO test, on l'a vu déjà dans d'autres vidéos, c'est un benchmark avec des soucoupes volantes qui traversent l'écran dans tous les sens comme ça là. Et notre but à nous, c'est de les traquer avec notre appareil photo ou un téléphone. C'est marrant, vous pouvez essayer chez vous, vous allez voir. Enfin là, vous voyez peut-être déjà un problème. Le temps de transition entre des pixels n'est pas forcément le même pour chaque couleur. Et donc ne crée pas forcément autant de ghosting. Certains écrans de type VA montrent ça super bien. En général, ils ont un temps de réponse pourri dans les couleurs sombres, ce qui veut dire que les pixels noirs mettent plus de temps à disparaître et déteignent un peu là, sur le reste de l'image. Résultat, ça crée des traînées noires derrière les objets sombres, on appelle ça du smearing. Vous l'aurez deviné, le but d'avoir le temps de réponse le plus bas possible est d'améliorer la clarté d'image de son écran et ne pas se retrouver avec un bordel tout flou. Par contre, le temps de réponse dont on vient de parler a un nom. Il s'appelle gris à gris, parce qu'on mesure le temps de transition d'une nuance non colorée. Noir, gris ou blanc entre autres, à une autre nuance de gris. Pour qu'un écran soit net, il faut qu'il soit bon dans le gris à gris, mais aussi dans un autre type de temps de réponse qui s'appelle MPRT. De très bons exemples sont le ViewSonic XG2431 ou le BenQ XL2546K. MPRT, ça veut dire Motion Picture Response Time, et ça mesure la persistance d'un pixel à l'écran, en gros pendant combien de temps chaque pixel est visible à l'écran. Mais pour mieux vous expliquer l'MPRT, faisons une petite expérience. Ok, par contre, juste avant de commencer, si vous faites de l'épilepsie, vous devriez skip jusqu'au prochain chapitre. Parce que apparemment cette expérience peut provoquer quelques trucs. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez, moi je dis ça, je dis rien. Sinon, aussi pensez bien à mettre cette vidéo en 1080p 60 pour avoir les meilleurs résultats. À l'écran, vous pouvez voir un carré gris complètement immobile. Très bien. Maintenant, il va commencer à bouger plus vite. Et de plus en plus vite. En fonction de la rapidité de votre écran, les bords à gauche et à droite du carré devraient être plus ou moins flous. Maintenant, toujours à la même vitesse, je vais faire apparaître un carré un peu différent du premier. Je vais vous demander de le suivre le plus possible avec vos yeux. Il devrait vous apparaître plus ou moins gris, mais en tout cas, en plus net que le carré du haut. En fait, cette expérience permet de montrer la différence entre le temps de réponse gris à gris et MPRT. Ralentissons un peu le jeu. Maintenant, on peut voir que le carré du bas est composé de lignes blanches suivies de lignes noires, et l'illusion d'optique créée par le mouvement permet de voir à quel point le MPRT a joué un rôle important dans la clarté de l'image. La technique utilisée pour représenter la technique du carré du bas consiste à ajouter une image noire entre chaque frame. C'est quelque chose de pas mal utilisé sur certaines télés et parfois sur quelques écrans PC. Pour le dalle LCD, l'idée c'est de faire clignoter le rétroéclairage pour créer cette image noire et donc améliorer la clarté comme on l'a vu dans l'expérience. Super! Maintenant qu'on a compris comment les différents temps de réponse jouent sur la clarté, on va voir comment vous pouvez l'améliorer. Alors d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne aussi, ça serait une grande amélioration pour vous.
Et surtout pour moi. Donc bienvenue dans le monde magnifique et magique de Photoshop. Je vous ai préparé des petits trucs, vous allez voir. Donc en tout premier, vous pouvez voir un Photoshop vide, Dark Mode. Voilà, ça c'est pour le fun. Je vous ai créé un petit graphe juste là, sur lequel je vais vous dessiner la courbe de temps de réponse qu'on trouve en général sur les écrans LCD. Alors, faut pas se tromper, faut pas être dupe non plus. La courbe, c'est pas une courbe binaire du tout. On n'est pas du tout sur un truc instantané, si on serait dire qu'il est temps de réponse de 0. Non, malheureusement, ça n'existe pas. Ça pourrait être bien, mais ça n'est pas le cas. Sur l'OLED, on s'en rapproche, mais il faut pas abuser non plus, c'est pas aussi rapide que ça. Maintenant, si on se penche sur une courbe un petit peu plus soignée, on dirait que j'ai fait un paint, c'est un truc de ouf. Une courbe de LCD qui a pas d'overdrive, une courbe de base, on peut voir qu'il y a ça monte et puis la fin est graduelle. Voilà, on a un temps de réponse... Ça dépend des écrans, mais en gros, dans l'idée, dans ce cas-là, on n'a pas d'overshoot. Overshoot, on va pouvoir observer dans le tout dernier cas, le cas où on fait de l'overdrive. Et du coup, un moyen de réduire ce temps de réponse, c'est faire ce qu'on appelle de l'overdrive en augmentant la tension électrique. Ça force nos pixels à aller un peu plus vite que d'habitude, mais par contre, malheureusement, en faisant ça, ça crée de l'overshoot, comme on va le voir. L'overshoot, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la courbe, au lieu d'arriver à la valeur normale, la courbe va continuer vers une valeur plus élevée, puis redescend. Et donc ça se voit de manière assez spécifique dans l'UFO test puisque ce sont des traînées plus claires qui suivent les objets qui bougent. Et même dans l'UFO test c'est carrément des traînées bleues parce que l'environnement est chiant, donc je pense que ça vient de là. Mais du coup, ce qui se passe c'est que à ce moment-là, le temps de réponse c'est que la toute première partie de la courbe en fait, jusqu'au moment où on arrive à la valeur de base. Puisque l'overshoot est compté qu'après. Même si le temps de réponse est écourté, ça veut pas forcément dire que la transition complète est écourtée. Ça peut être plus long, moins long. Et ça dépend. Et on commence vite à voir comment les constructeurs prennent partie de l'overdrive pour vous manipuler, et on va y revenir. Si vous allez dans le menu de votre écran, vous finirez par trouver une option overdrive, mode surintensif, temps de réponse, etc., etc., pour moduler l'intensité de l'overdrive et gérer la balance entre temps de réponse et overshoot. Pour moi, la manière la plus simple de tester chacun des modes, c'est l'UFO test, encore une fois. Le seul truc, c'est que changer le taux de rafraîchissement, ça peut aussi changer les comportements de l'overdrive. Donc, pour tous les gamers ici qui jouent avec FreeSync ou G-Sync, testez votre mode d'overdrive sur différents taux de rafraîchissement parce qu'on peut vite avoir de mauvaises surprises. Mais maintenant qu'on a amélioré notre temps de réponse grille à grille avec l'overdrive, il nous reste le MPRT à gérer. Comme le MPRT dépend uniquement sur le fait que le pixel soit présent, il dépend donc du taux de rafraîchissement de votre écran. Vous pouvez voir que simplement augmenter le taux de rafraîchissement fait augmenter la clarté de manière significative. De la même manière, si votre écran dispose d'un stroboscope, un truc qui fait clignoter le rétroéclairage de votre écran, simplement diminuer la longueur du clignotement peut aussi augmenter la clarté, comme vous pouvez le voir. Du coup, calculer le temps de réponse MPRT, c'est super facile. Alors si vous n'avez pas de stroboscope, c'est la durée d'affichage de chaque image à l'écran. Par exemple, si votre écran fait 60 Hz, il a un MPRT de 16,7 millisecondes. Et s'il faisait 144 Hz, il aurait un MPRT de 6,9 millisecondes. Par contre, avec stroboscope, ça change parce que le MPRT, c'est simplement égal à la durée de chaque flash. Ce qui permet aux constructeurs d'écrire assez facilement que leur produit a un temps de réponse de 1 milliseconde. Et comme personne va aller chercher ce que c'est le MPRT, ils ont rien à perdre. Quoique, il y a un gros problème avec tout ça. Parce que cette mécanique un peu trompeuse, on la retrouve aussi avec le gris à gris. Oui, si on fait de l'overdrive, on réduit le temps de réponse. Et donc, ça nous permet d'avoir un meilleur chiffre dans les specs. De toute façon, rien ne nous oblige à dire avec combien d'overshoot on a obtenu nos résultats. Et c'est bien ça le problème majeur d'indiquer le temps de réponse sur les specs. Tout d'abord, ça crée une compétition un peu débile de qui c'est qui a la plus grosse, où les marques cherchent à attirer les gamers avec ce genre de chiffres qui veulent plus rien dire. Ensuite, les revendeurs n'indiquent pas forcément tous les détails des specs dans leurs produits. Regardez très simplement, si on va sur LDLC, là je parle de LDLC, mais ça pourrait être n'importe quel autre, genre Amazon, la Fnac, Cdiscount, etc. Vous voyez, ils mettent simplement un temps de réponse de 1 milliseconde et c'est tout, point barre. Rien de plus, c'est terminé. On peut pas franchement leur en vouloir, c'est juste que ça renforce cette dynamique de taille de bit. Sans parler du fait que ça embrouille totalement les acheteurs qui se basent du coup sur des choses complètement fausses pour faire leurs achats. Et pour pallier à ce problème, normalement c'est au rôle des reviewers de faire un job qualitatif pour repérer où est le bullshit marketing et où sont les vrais bons produits. Le problème c'est que dans la communauté tech française, où les reviews, si on peut les appeler comme ça, se contentent de faire un petit unboxing de merde et dire en 2 mots leur avis infondé sur l'écran qu'ils ont, plus rien ne fait plus aucun sens. Personnellement, je suis obligé d'aller voir chez les Australiens, les Canadiens, les Américains, bref, tout ce que vous voulez, pour avoir une review un minimum fiable. Parce que c'est quoi une review si tu fais juste un déroulé des specs donnés par la marque? Enfin, où est l'intérêt? Normalement, en tant que reviewer, l'objectif est d'éduquer les gens et de donner un avis fondé et constructif sur un produit.
Ça veut pas dire qu'il faut forcément plonger dans des détails techniques, mais aller simplement au-delà du showcase en faveur des marques et apprendre des choses à la communauté gaming pour pas qu'elle se fasse bait. Le truc, c'est que les marques, elles sont tout à fait conscientes de ça. On voit bien que leur but, c'est d'embrouiller les gamers pour qu'on se réfère plus qu'au spec. Déjà avec des noms complètement absurdes. AOC 24G2U/BK, BenQ XL 2546K, Acer XV27X... Oula... C'est trop dur à dire. Acer XV273X BMIIPRZX. What the fuck? Elle se crée une image de marque grâce aux specs les plus impressionnantes pour un prix exceptionnel. Parce que les gamers ne retiennent plus rien si ce n'est le nom de la marque. Mais la réalité, c'est que ce ne sont pas que les specs qui comptent. C'est pas la taille de la bite, c'est pas la quantité de RGB. La seule exception que je connais, c'est l'effort de Samsung d'avoir nommé leur dernière génération d'écran G5, G6, G7, G8, G9 et putain, quel plaisir quoi. Il y a pas longtemps, les gens ont découvert que Samsung faisait tourner une application en arrière-plan sur leur dernier Galaxy S22 qu'ils désactivaient quand ils reconnaissaient un benchmark, pour avoir les meilleurs scores possibles dans ces applications, notamment Geekbench, et ressortir tout en haut des graphes de performance. Tout ça, ils l'ont fait pour une chose, s'assurer que les benchmarks reflétaient bien ce qu'ils avaient promis en lançant leur téléphone. Quelque chose du genre « Waouh, le nouveau Galaxy S22 est 30% plus rapide que celui de l'année dernière ». Mais ce que Samsung ne vous dit pas, c'est à quelle consommation est-ce qu'il a gagné en performance, à quelle température, et encore moins dans quelle tâche. Parce que ces trois facteurs sont des très grandes variables pour la performance de leur smartphone, et qu'ils veulent simplement vous donner le meilleur chiffre pour faire le plus de chiffres. C'est pour ça que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est d'arrêter de regarder les specs d'un produit pour se donner un avis. Juste arrêter. En tout cas, pour tout ce qui est relié à la performance. Je veux dire, regardez les caractéristiques du produit est tout sauf fiable pour les perfs. Je dis pas que les fiches produits servent à rien. On est d'accord, regardez les dimensions, ok j'ai combien de ports USB sur ce truc, bon voilà, c'est super. Et même pour revenir sur le cas du S22, leur appli pour réguler les perfs de leur smartphone, c'est franchement trop cool. Grâce à ça, ils font consommer leur tel moins d'énergie, ce qui a pour conséquence de faire économiser de la batterie et de faire tourner à une température beaucoup plus basse. Ce qui, pour une expérience utilisateur, sera bien mieux. Le vrai problème, c'est le marketing qui trompe les gens, vous voyez. Donc non, votre écran gamer n'est probablement pas une milliseconde. Et les mécaniques trompeuses qu'utilisent les marques ont probablement rendu ce temps de réponse pire, en vous focalisant sur ce fameux 1 milliseconde, en vous oubliant de vous parler de l'overdrive. Et même pire, peut-être que vous êtes en possession d'un des rares écrans à réaliser proche d'1 milliseconde sans trop d'overshoot, sans même l'avoir utilisé. Ce qui s'est sûrement passé, c'est que vous avez reçu votre écran, vous avez ouvert la boîte, voilà, vous l'avez branché et allumé sans activer l'overdrive. Et oui. Et même encore pire, vous avez peut-être déjà oublié d'activer le bon taux de rafraîchissement. Et vous avez peut-être été bloqué à 60 Hz depuis tout ce temps. Non, sérieux. Juste pour être sûr que vous n'avez pas fait cette erreur débile, allez dans les paramètres Windows, puis affichage, puis paramètres avancés. Et de là, vous pouvez changer le taux de rafraîchissement. Bah, tiens... C'est marrant, c'est beaucoup plus fluide maintenant. Allez, de rien. J'espère que vous aurez appris des trucs. Si vous voulez avoir une review qui parle du temps de réponse pour de vrai, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le 24G2, juste ici. C'était Antonin, vous regardez l'auberge d'internet. Ciao.